un podcast Binge Audio. Voyage au Guinistan, un podcast de la RTS embarqué chez Programme B. Il y a beaucoup d'églises à Fribourg quand même. Ça me fait penser à mon premier baiser. Parce que moi, c'était dans une église que j'ai embrassé pour la première fois un autre être humain. Et c'était pas une fille, c'était un garçon. Il s'appelait Raphaël. Il m'avait écrit un petit mot 2 jours avant pour dire « Veux-tu être à 15h mercredi devant l'église pour m'embrasser ?» J'avais répondu « Oui ». J'étais hyper stressée, je tremblais, j'avais mal au bide, lui aussi. Et puis on est rentré dans l'église, on s'est tenu la main, on a marché le long de la nef et on est ressorti et on s'est embrassés. On avait les deux des appareils dentaires, ça s'est entrechoqué. Ça a fait clink. Non mais à l'église, c'est bizarre quand même. Quoi ? C'était comme un tout petit mariage. Voyage au Guinistan, épisode 8, Si Dieu t'en veut. Et si tu ne veux pas que le diable entre dans ta maison, partage ce podcast à au moins 5 personnes que tu aimes en copiant-collant ce message. Vite, 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 vite ! Dans cet épisode, on va évoquer la culture catholique, parce que c'est elle qui nous a façonnés, c'est elle dont on est imprégné. Ça pourrait être n'importe quelle autre religion qui ne bénit que les couples hétéros devant l'Éternel. Quand Dieu est amour, à quelques exceptions près. On est toutes les deux baptisées. On a fait notre première communion. Et notre confirmation. Ma grand-mère me traînait à la messe espagnole le dimanche matin. La mienne était très contente que je sois servante de messe. On connaît par cœur le « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Pour cet épisode, j'emmène Aurélie voir la plus grande fierté des Fribourgeois, la cathédrale Saint-Nicolas. Et le pire, c'est que Christine a vécu à Fribourg jusqu'à ses 30 ans et n'a jamais monté les 365 marches de la cathédrale. On monte. Non, mais ça va très bien de la regarder d'en bas. Si, allez, on monte. Non. Si. Non. Si. 71, 72, 73, 74, 75. Attends, je fais une petite pause. 30 secondes. Ça fait peur. C'est fort. C'est fort. Les gens, ils vont croire qu'on a rajouté au montage. C'est impressionnant. Ça vibre. Les cloches vibrent. C'est cool, hein ? T'es émue ? Pas du tout, je suis épuisée. C'est ton sport de l'année, Christine. Ça craint, on n'a pas fait la moitié, je suis déjà morte. Quand j'étais adolescente, j'avais 2 vies. La vie dans la vie et la vie dans ma tête. Dans la vie, je sortais avec des garçons et dans ma tête, j'embrassais des filles. 2 mondes qui coexistaient secrètement. J'en parlais à personne parce que je pensais que j'étais certainement seule à ressentir ça. La seule de Fribourg. Fribourg, c'est un exemple parfait de petite ville. Moins de 40 000 habitants. Ça fait ville quand même, mais dans l'esprit, c'est un grand village avec une culture catholique très forte. Et que tu sois croyant ou non, ça suinte de partout. Et la lumière, Aurélie. Je pense qu'on arrive. 356, 357, 158, 359, 61, 62, 63, 364, c'est juste ? Ah, j'ai jamais vu Fribourg de là. Le tilleul, tu vois, les arcades, c'est juste là. Ouais. Là, à gauche, t'as la piscine de la Mota. J'aimerais y aller une fois, ok. Ok, elle est super. Et ça, c'est le collège Saint-Michel. Qui a l'air d'une prison, là, un peu. Ah, c'est un beau bâtiment, quand même. Ouais, mais il est cossu, quoi. Là, c'est la vieille ville. Donc là, t'as la chapelle de la Lorette, là. Ouais. C'est le pont Saint-Jean. Ça, c'est beau, hein. Et ma sœur, elle habite juste là. Salut, Nathalie. Montre-moi ton école des Ursulines. Faut que je me repère, parce que c'était dans le quartier du Jura. Moi, j'imaginais un endroit à côté de l'évêché. Ah non, 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 non. C'était un nouvel immeuble tout moche, un peu. Non, les Ursulines, elles vivaient effectivement à la plage Georges Piton. Ouais. Mais l'école, elle était dans le quartier du Jura. Dans un immense parc. C'était très très joli à part ça. Des bons souvenirs. Mon père a grandi dans un internat jésuite et il en est ressorti athée. Ma mère était à l'école chez les dominicaines. Elle me disait « il y en a des sacrément sournoises et perfides ». Ça n'a pas empêché mes parents de m'envoyer à Sainte-Ursule, chez les bonnes sœurs, faire mon école secondaire.
Dans ma classe, à quelques pupitres de moi, Odile. Odile, je la perdrai très vite de vue. Mais quand je la recroise par hasard 20 ans plus tard à une Pride à Fribourg, main dans la main avec une fille, je me dis que j'étais peut-être pas si seule au monde que ça. En repensant à cette époque, j'ai eu envie de revoir Odile. Je la contacte via les réseaux sociaux et quelques semaines plus tard, on se parle enfin. C'est fou qu'on se retrouve après toutes ces années. On avait 13 ans quand on était à l'école ensemble. On avait 13 ans, ouais, ça date. Ça, c'est fou. Mais finalement, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu un fil rouge. On a continué à se croiser de temps en temps. On s'est peut-être croisés quand même 4-5 fois, puis toujours dans des endroits particuliers. La fois où on s'est croisés, où ça m'a fait un choc, je me dis, waouh, Odile, main dans la main, avec une fille à la Pride. C'était il y a combien de temps ? C'était il y a 5-6 ans, je pense. Et là, je te vois. Ouais. Toi, tu dis pas, tiens, Christine... Non, parce que je crois que je savais déjà, en l'occurrence. Ah ouais, Fribourg, ouais, quoi. Ouais, Fribourg, exactement. Non, effectivement, je n'étais pas plus étonnée que ça. Je savais déjà pour toi, ouais, que tu étais avec une copine. Ah, mais moi, je savais pas du tout pour toi. Non, bah, pour moi, c'était ma première copine. Et puis, ça faisait quelques années qu'on était ensemble, mais on s'était probablement pas croisés depuis. Et moi, je me suis dit, Odile, mais non, je savais pas. Et ouais. Et oui, tout est possible dans la vie, non ? En même temps, ça m'a rendue très heureuse, parce que je me dis, ah, génial, Odile et tout. Mais d'un autre côté, je me suis dit, mais si, à 13 ans, quand on était dans la même classe, si on avait été copines, parce qu'on n'était pas copines à l'époque, on s'entendait bien. Oui, tout à fait. Mais on n'était pas des copines du quotidien, quoi. Non, c'est vrai qu'on n'était pas dans les mêmes groupes. Si la vie nous avait fait nous asseoir l'une à côté de l'autre. Ouais. Est-ce qu'on serait devenues copines ? Est-ce qu'on aurait parlé de ça ? Je sais pas. Pour moi, c'était pas nécessairement une question à ce moment-là. Bah, l'amour en général n'était pas une question dans ma vie à ce moment-là, mais c'est vrai que si on en parlait, que ce soit simplement de l'amour de manière générale autour de nous, d'homosexualité et d'hétérosexualité, peut-être ça nous aurait ouvert le champ des possibles. Ça aurait ouvert des discussions qu'on aurait eues plus tôt dans nos vies et puis qui auraient permis une sorte d'ouverture d'esprit plus tôt. Ça, c'est bien possible. Hein. Qui sait ? Est-ce que ça existait, l'homosexualité, la bisexualité, dans ton prisme à ce moment-là, d'adolescente ? Alors, absolument pas. Je ne sais pas à quel mot j'ai dû entendre ou prononcer la première fois, mais vraiment déjà entendre la première fois le mot homosexualité. Je pense que j'avais 17 ans au collège. Peut-être un prof l'a évoqué, mais c'est vrai que alors, c'est vraiment un monde qui, moi, m'est apparu hyper tard. Comment t'expliques ça ? Je pense que c'est clairement l'environnement, le fait que dans ma famille, on n'en parlait pas, on ne l'a jamais évoqué. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Ouais, alors j'aimerais bien qu'on parle de notre école à nous. Ah oui, en plus, la nôtre, elle était particulière, ouais. C'était des bonnes sœurs. Hein. C'était des bonnes sœurs, et déjà que, juste pour parler de sexualité ou d'amour, c'était pas simple, on a essayé, 1-2 fois avec l'une d'entre elles. Oui, avec sœur Anne-Véronique. Oui, on a essayé de lui poser des questions, mais c'était pas simple, déjà ça, donc alors, homosexualité... On lui a demandé si elle était déjà tombée amoureuse, non ? Exact, ouais, elle était déjà tombée amoureuse. Elle avait répondu quoi ? Je me rappelle pas, je crois qu'elle avait un peu éludé la question. Ouais. Je pense qu'elle a dit que ça lui était arrivé, mais après il y a quelqu'un qui a osé une question un peu plus personnelle, genre intime, mais vous avez déjà eu des relations sexuelles, et puis là elle a coupé court. C'est pas moi. C'est pas toi, mais tu te rappelles aussi de ça. Oui. Oui, effectivement, c'est pas une école comme les autres. On était quand même chez des bonnes sœurs, quoi. C'était les Ursulines. Le matin, on faisait quoi ? Le premier truc qu'on faisait ? C'était la prière. Ouais, ça tournait quand même beaucoup autour de la religion, ça c'est vrai, c'était assez présent. Je me demande même, je pense, les cours d'éducation sexuelle, il n'y avait pas. Mais non. Comment tu te définis, toi ? Tu te sens queer ? Oui, je pense que si je dois me mettre une étiquette, ce que j'aime pas particulièrement, on va dire queer. Mais clairement, parce que c'est quelque chose qui a toujours clairement été là depuis longtemps, le fait que j'avais des coups de cœur une fois pour une fille, une fois pour un garçon. Après, ça m'arrive pas très souvent, mais quand ça m'arrive, c'est toujours une surprise de découvrir qui est derrière cette personne. En fait, je tombe vraiment amoureuse de personne. Et puis, pas d'un genre ou d'un sexe. Mais t'as quand même dû faire des coming out, du coup. Même si tu te considères pas comme lesbienne. Ouais, alors oui, j'ai dû annoncer cette relation-là, en fait. Pour moi, c'était ça, le coming out. C'est annoncer une relation, finalement, avec ma première copine. Et puis ça, clairement, pour certaines personnes qui n'étaient pas du tout au courant, ça a été une surprise. Pour d'autres, pas du tout. Parce que, ah ouais, non, mais c'est vrai, t'as toujours été assez ouverte. Puis d'autres avec qui j'en avais jamais parlé, dont ma maman, ça a été ouf. Difficile, ouais, clairement.
Et pour toi, c'est tout OK? Enfin, tu vis ça avec simplicité? Oui, je vis ça d'une manière assez simple. Après, c'est de l'expliquer à certaines personnes. Des personnes qui le comprennent très bien, dire « Ah ouais, c'est vrai, en fait, des fois ils me disent même « T'as raison ». Je dis « Mais c'est pas avoir raison, c'est juste comme ça ». Ils comprennent bien que je tombe amoureuse de personne. Et puis d'autres, c'est peut-être le cliché qu'on me dit des fois, puis qui est vraiment pas... je suis là « Non, c'est pas possible, c'est Ah, mais t'as 2 fois plus de chances de tomber amoureuse ». Ah ben non, si tu savais, je crois que je tombe amoureuse 3 fois moins souvent que certaines de mes amies hétéros ou amis hétéros. Ouais. Aujourd'hui, Fribourg a changé. Les jeunes queers ont créé des espaces, des collectifs, des soirées, des librairies. Je me rappelle même avoir vu des photos d'un drapeau arc-en-ciel hissé sur la cathédrale. Ça m'avait beaucoup ému. Ce Fribourg-là, je ne l'ai jamais connu. C'est à 28 ans seulement que j'ai fait mon coming out. C'est assez tard. Et je me demande encore pourquoi j'ai refoulé si longtemps mon homosexualité. Est-ce un manque de courage ou un manque de perspective, moi qui vivais dans un monde hétéro, dans une ville sans bar ni lieu queer, une ville où tout me tirait vers la norme? Moi, j'adore me promener dans les rues de Fribourg avec Christine. On voit des seins partout. Donc là, tu vois, c'est la rue Saint-Michel. J'habitais juste à côté, là, la ruelle du lycée. Il y a beaucoup de noms de rues catho à Fribourg. Ah non, mais il n'y a que ça. Il y a rue Saint-Paul, rue Saint-Michel, Canisius. Attends, il y a quoi encore? Rue des Chanoines, rue Sainte-Agnès, Saint-Jean. Abbé Beauvais? Abbé Beauvais, exactement. Bien joué. Mais il y a la rue des Épouses aussi. Ah, elle est fameuse. Il y a une pancarte en dessous, c'est marqué « Voici la rue des épouses fidèles et des maris modèles ». On passe par la rue Saint-Michel parce qu'on est en chemin vers l'évêché. Dans un quart d'heure, on a rendez-vous avec Monseigneur Charles Morero pour savoir ce qu'il pense de 2 gouines qui s'aiment. Alors ce qu'on cherche, c'est pas sa bénédiction. Ça, on peut s'en passer. C'est plutôt d'essayer d'y voir clair dans la position de l'Église. Parce que l'Église a blessé beaucoup de personnes LGBTQIA+. Elle les a rejetées, marginalisées, forcées à revenir dans le rang. C'est l'histoire de Geneviève, par exemple. On est tombé sur elle un jour en se promenant sur YouTube. Elle témoignait au cours d'une conférence sur les seniors LGBT. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'à l'époque, j'étais très pratiquante catholique. Elle évoquait l'impact de la religion dans sa vie de lesbienne. On a été touchés. On a eu envie qu'elle nous en raconte plus. Et avec l'aide des associations 360 et l'Estime, on a pu la rencontrer. Je m'appelle Geneviève, j'ai 73 ans, j'étais professeure, j'ai 2 enfants adoptés. Je suis amoureuse des femmes depuis 60 ans, une à la fois en général. Dans quel genre de famille t'as grandi? Je suis l'aînée de 6 filles, une famille très catholique. Enfin, ma mère était extrêmement catholique, grenouille de bénitier, comme on dit. Mon père suivait, on allait à la messe, c'était les occupations de la famille le dimanche. Vous priez à la maison? Tous les soirs, on s'adressait au petit Jésus. On disait bonsoir petit Jésus, à demain petit Jésus, dors bien petit Jésus, comme s'il dormait avec nous. Et on pouvait s'endormir. Et il dormait avec vous? Je pense qu'il dormait avec nous, il dormait au-dessus de nous, puisqu'il voyait tout, il savait tout ce qu'on faisait, il nous surveillait. Je croyais en un châtiment si on ne faisait pas les bonnes choses. Obligé d'aller à la messe? Hélas, obligé d'aller à la messe à l'âge de 7 ans. J'ai eu une carte de messe que je devais faire signer à chaque fois que j'allais à la messe. Je m'ennuyais profondément, je ne comprenais rien au sermon. Pendant le sermon, je faisais tourner mes pouces et je comptais les fois où mes pouces se touchaient. Voilà à quoi servait la messe pour moi. Mais j'avais ma carte signée, donc c'était parfait. J'allais non seulement au catéchisme, où il fallait apprendre les leçons par cœur et réciter. On avait un cahier de catéchisme avec les questions et les réponses qu'on devait apprendre par cœur. Ça me barbait profondément. Et plus tard, quand j'avais 13, 14 ans, il y avait ce qu'on appelait le soir l'instruction religieuse, avec un curé tout bedonnant, très vieille école. Je ne l'aimais pas du tout. Et puis il y a eu les Jeannettes, les scouts. Ma mère m'a obligée à aller au scout de France, c'était les Jeannettes,
où là j'ai vécu le martyre, parce que comme j'étais la plus jeune, la plus timide, les grandes, entre guillemets, dont les parents étaient des bons bourgeois d'extrême droite, m'ont enfermée un jour dans une grange toute l'après-midi. C'était l'horreur intégrale. J'ai fait ma promesse. C'était « Je m'engage à servir de mon mieux Dieu, l'Église, la patrie, à aider mon prochain en toutes circonstances et à observer la loi des guides. » Donc sur mon honneur et avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux Dieu, l'Église et la patrie. Voilà. C'est dingue que 60 ans plus tard, tu sois capable de te souvenir très précisément de ces slogans. C'est sûr que j'ai une bonne mémoire, mais là, ça a bien été, au fer rouge. Hein. J'ai l'impression de ça. Le truc bien enfoncé. À 13 ans, il arrive quelque chose de très important dans la vie de Geneviève. Et qui arrive à beaucoup de gouines. Elle tombe amoureuse de sa prof. Oui, alors donc cette prof de français, je la poursuivais partout. Je savais dans quelle classe elle avait cours, je la regardais, j'étais béate d'admiration. J'étais bien sûr excellente en français, en latin. Quand elle disait « Qui est-ce qui veut lire le texte ?» Je voulais toujours lire le texte. « Qui est-ce qui veut réciter son texte ?» J'étais toujours sur l'estrade à réciter mon texte. J'étais excellente. Et d'ailleurs, je suis devenue prof de français et de latin. Donc, je pensais très naïvement que si je devenais prof comme elle, je pourrais la retrouver plus tard. C'est chou. Ouais. Et comment tu te sens vis-à-vis de ce désir ? Là, je ne sens pas encore de culpabilité, comme plus tard je ressentirais. J'avais l'impression d'être comme si c'était naturel, spontané. Mais c'est seulement quand j'en ai parlé à une de mes copines en disant « Toi, tu es amoureuse de tel garçon, mais moi, je suis amoureuse de la prof. » Elle m'a regardée avec des yeux comme si le ciel lui tombait sur la tête. « Ah bon, mais c'est pas possible, ça. C'est pas possible. » Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à me dire « Mais alors, il y a quelque chose qui va pas, là. Mais qu'est-ce que c'est qui va pas ?» Voilà, donc c'est plutôt le regard des autres qui va pas. Est-ce qu'on parlait d'homosexualité à l'école ? Ah non, jamais, je n'ai jamais entendu le mot. Jamais. On disait, alors le curé disait, il y a eu des choses perverses qui se sont passées entre Verlaine et Rimbaud. Mais c'est l'enfer, ça, c'est l'enfer, tout droit l'enfer. Et ça, moi, ça me faisait peur parce que je me disais, mais alors moi aussi, je suis comme ça, j'irai en enfer. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment pour ça. Donc tu te confies pas à tes parents ? Ah non, pas du tout, loin de là. Loin de là, non, absolument pas. Je n'aurais jamais pensé le dire à qui que ce soit, puisque je l'avais dit à une copine que je considérais comme une amie en fait, puis qu'elle a eu un regard tellement stupéfait que je me suis dit il y a quelque chose qui va pas là, il faut pas que j'en parle. Et la seule fois où j'en ai parlé, c'était... Je faisais le catéchisme, donc là j'avais 17-18 ans, et j'étais amoureuse d'une femme donc Martina, elle s'appelait. J'étais amoureuse d'elle et on faisait le catéchisme ensemble. Et le curé que je trouvais plutôt ouvert, progressiste, donc à lui j'ai osé dire que j'étais amoureuse de Martina. Il m'a dit, tu sais, vous formerez jamais un couple avec Martina, vous serez jamais qu'une paire. Et j'ai senti une sorte de mépris, et du mépris et du rejet en quelque sorte. Donc là, je me suis dit, ah bon, Dieu ne veut pas de moi. Moi non plus, je veux plus de Dieu. Et c'est là qu'est intervenu mon prof de philo qui a confirmé que finalement, ce que je vivais était naturel, puisqu'il a dit « Mais l'homosexualité, c'est naturel. Regardez dans la nature, les animaux, les chiens, les rats. » Je me souviens, il avait parlé des rats. Les rats qui sont des êtres intelligents. Entre eux, ont des relations homosexuelles. Donc là, je me suis sentie déculpabilisée. Franchement, déculpabilisée. J'étais, confortée
dans mon rejet de croyances naïves. Voilà, et je me sentais beaucoup plus à l'aise avec mon orientation sexuelle. Tu dis ok, donc là j'ai compris, je peux rejeter la religion et vivre mon histoire d'amour tranquillement? C'était pas aussi simple, parce que la première fois que je lui ai dit que je voulais l'embrasser, on s'est embrassés, et puis elle m'a repoussée en disant « on peut pas faire ça ». Donc là, j'ai commencé à avoir peur, et je crois que c'est le regard des autres surtout qui nous a empêchés de nous aimer, hein, elle et moi. Donc on est partis en vacances ensemble aussi, on dormait ensemble. Donc on se faisait des petites caresses, mais ça n'allait pas plus loin parce que on ne pouvait pas le faire aux yeux des autres, quoi. Elle me disait c'est pas bien, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça avec une femme. Voilà. Pour moi c'était dur parce que moi j'étais vraiment très très amoureuse d'elle. Alors quand ses parents ont appris que on avait une relation quand même assez proche, ils l'ont fait interner à Sainte-Anne à Paris. Et donc, ils l'ont fait enfermer là. Et après, ils l'ont fait suivre par un psy. Et je l'ai revue après. Et elle m'a dit, tu sais, le psy a voulu aussi me guérir. Et il a couché avec moi pour me guérir, pour me montrer que c'était bien mieux avec un homme. Elle ne m'en a pas dit plus. Ou alors, je ne me souviens plus. Mais bon, c'était une sorte de thérapie de reconversion dont on connaît tous les dégâts que ça produit. Hein. Voilà. T'es fâchée contre l'Église? Oui, j'ai été fâchée, mais je suis surtout... je me demande comment on peut croire à de tels enfantillages. T'as l'impression que cette culture religieuse dont tu as hérité a été un frein dans ta manière de vivre ton homosexualité? Au début, oui, au début de quand je suis tombée amoureuse, et puis... Ça a été un frein jusqu'à quel âge à peu près? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas quel âge, mais c'est pas aussi net que ça, parce que à ma mère et à mon père, je n'ai jamais parlé de ma sexualité. Je pense que c'est à cause de la culpabilité que nous transmet la religion catholique pour moi. Tu penses qu'il ne l'aurait pas accepté? Je pense qu'il ne l'aurait pas accepté au début. Et puis petit à petit, avec tout ce qui se passe, et puis il y a des émissions, il y a des témoignages. Et je pense que ça leur a, enfin en tout cas à ma mère, mon père il est décédé avant que j'en parle, à ma mère ça a ouvert un peu les yeux, je pense. Ah, t'en as parlé à ta mère alors? Disons qu'avec mon ex-compagne, on a adopté des enfants. Et donc, je lui ai dit que je vivais avec elle et qu'on était une famille, qu'on allait fonder une famille. Et je pense que ça l'a un peu rassurée quand même. Je n'étais pas quelqu'un qui allait draguer, parce que je me demande si dans leur imagination, être homosexuel, c'est pas aller coucher avec toutes les nanas qui passent. Là, fonder une famille, c'était sérieux et j'étais rentrée dans le rang, quoi, en quelque sorte. Elle t'a posé aucune question? Aucune question. Ma mère est quelqu'un qui ne dit rien, qui ne disait rien. Rien n'a jamais été dit. Elle a seulement parlé de ça à ma tante, sa sœur, sa plus jeune sœur. Et j'étais très, très intime avec ma tante qui a connu les femmes avec lesquelles j'ai vécu, qui elle-même a eu des relations avec des femmes. Et elle m'a dit, écoute, ta mère m'a écrit. Elle m'a dit, Geneviève a enfin avoué, donc ça c'est bien un terme de culpabilité, ce que nous suspections avec son père. Avoué. Elle n'a rien dit de plus. Elle a juste dit avouer ce que nous suspections. Donc il fallait comprendre le reste. On va voir l'évêque. Tu veux lui poser une question? Je voudrais savoir si je lui disais que avec mon ami, ma compagne, on s'aime, est-ce que pour lui, nous représentons un couple ou une paire? C'est très joli. Alors ça, vous allez lui demander. C'est un peu émouvant, mais oui, bien sûr qu'on va lui demander. Bien sûr qu'on va lui demander à Monseigneur. On va lui demander.
Évêché de Lausanne, Genève et Fribourg. C'est là. Merci de patienter après avoir sonné. On ne peut pas la rater, la sonnette. Ah, directement. Bonjour. On a rendez-vous avec Monseigneur. Et moi, je serai là. Venez donc, suivez-moi. À l'accueil, Laure Christine Grandjean, porte-parole de l'évêché. Elle nous amène chaleureusement dans le bureau de Charles Moreiro et va rester durant tout l'entretien. On sent que le sujet est sensible. Bonjour. 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 Enchantée. Vous allez bien? Christine. Charles, enchanté. Aurélie, enchantée. Enchanté, je vais bien et vous? Ouais, ça va bien. Je dois vous appeler Monseigneur? Vous savez, en toute franchise, ce genre de titre est plutôt un poids qu'un avantage, parce que ça rend l'ensemble des relations un peu compliquées. Mais je vais quand même... Je vais quand même vous appeler Monseigneur. Je vais quand même vous appeler Monseigneur, ça fait classe. Notre évêque, donc. Merci d'avoir pris la peine de venir jusqu'à Fribourg. Contrairement à ce qui était le cas dans le passé, on ne se dit plus ni que c'est une maladie, ni que c'est une espèce de choix anti-religieux. On ne pense plus ce genre de choses. Enfin, en tout cas, moi, je ne les pense plus. Que d'autres les pensent encore, c'est sans doute le cas. Vous pensez quoi? Quelle est votre position à vous? Je pense qu'on ne sait pas pourquoi quelqu'un est, par exemple, homosexuel ou d'ailleurs hétérosexuel. On ignore la cause. Quand quelqu'un découvre ce qu'il est sans l'avoir voulu, on ne va quand même pas lui reprocher, ni aux uns ni aux autres. En outre, je pense que les minorités mal vues changent dans l'histoire. Vous vous souciez d'être en quelque sorte historiquement une minorité opprimée, c'est vrai. Je dirais que j'ai l'impression qu'en étant catholique en Suisse aujourd'hui, on se retrouve aussi dans une situation de minorité mal perçue. Pas de la même manière, mais de ce sens, les minorités changent. Et des gens n'osent pas s'exprimer parce qu'ils ont peur qu'on se moque d'eux. Donc il y a... Moi, je ne prétends pas m'associer à une minorité opprimée. C'est pas la même chose. Mais il reste que je peux percevoir ce que c'est que d'être regardé de manière peu sympathique par des gens. Mais vous n'êtes pas rejeté, comme l'Église rejette les homosexuels? Bien, écoutez, pas comme ça, non. Mais je connais des gens qui me disent, dans mon milieu de travail, des gens donc plutôt de votre génération que la mienne, dans mon milieu de travail, je ne peux pas dire ce que je crois. Parce que je vais me trouver marginalisé et ma carrière ne sera plus possible. Est-ce que du coup vous reconnaissez que la religion a pu faire énormément de mal aux lesbiennes en particulier et aux LGBTQ en général? Et encore aujourd'hui? Oui, il n'y a pas de doute. Et c'est clair, il y a eu une histoire de souffrance et de mort causée par le rejet qui est terrible. Et il est bien évident qu'on ne doit pas rester dans cette attitude-là. Est-ce que les prises de position du pape, qui ont aussi parfois été très variées sur le sujet, ça, vous reconnaissez-vous que ça peut être dangereux? C'est-à-dire quand le pape dit qu'il faut soigner à l'époque les enfants qui ont des désirs homosexuels, ça fabrique du tort à des gens. Bon, quand il doit parler tout le temps d'un peu tout, de temps en temps, on arrive à des choses qui peuvent sembler contradictoires. Alors, dans le cas précis, on a expliqué après coup. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de parler de ça avec lui pour avoir son point de vue. On a expliqué après coup qu'il voulait dire il peut y avoir une secousse dans le milieu familial et il faudrait que l'ensemble de la famille se fasse accompagner. Alors, il est vrai que c'est une explication qui arrive après coup et qui n'est pas strictement ce qu'il a dit dans un premier temps. Fondamentalement, on se rend compte qu'il vaudrait mieux éviter de dire ça. Mais je ne vous cache pas que les voix sont variées. Un prêtre m'a dit il n'y a pas très longtemps, bon... On a demandé pardon à un tas de monde dans l'histoire, on va finir par demander pardon aux homosexuels, je ne sais pas si on le verra durant notre vie. Ouais, ça serait bien, non? Moi, je trouve ça bien. Vous le verrez peut-être dans votre vie, moi je ne suis pas sûr que je le verrai dans la mienne. Mais en tout cas, que des gens aient souffert, pour cette raison-là, avec des arguments religieux, ça, je pense que c'est clairement une faute et que nous devons l'éviter. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que, par exemple, vous considérez qu'Aurélie et moi, on a un couple qui a autant de valeur qu'un homme et une femme?
Bon, fondamentalement, je pense que oui. Je pense que vous vous aimez, en plus depuis pas mal de temps, et je le vois assez bien. Vous avez cité le pape, je vais reprendre quelque chose qu'il a dit et le prendre à mon compte. Il dit, quand vous voyez des personnes, pensez-y en termes de noms et pas d'adjectifs. Ce qui fait que quand je rencontre des personnes, je ne me pose pas la question quand je les rencontre, est-ce qu'ils appartiennent à tel ou tel sous-groupe ou catégorie de la société. Je ne parle pas que du fait d'être homosexuel, mais leur statut matrimonial varié, leurs préférences politiques ou autres. Je regarde la personne que j'ai devant moi. Dans cet épisode, nous avons le témoignage de Geneviève, et puis elle nous raconte dans ce témoignage une discussion qu'elle a eue avec un curé dont elle se sentait assez proche à l'époque. Ouais, elle le respectait beaucoup, il avait l'air très ouvert. Voilà, qu'elle sentait plus ouvert que les autres. Il va lui dire à un moment donné, si tu t'entêtes dans cette voie, tu ne seras jamais un couple, tu ne seras jamais qu'une paire. Et ça l'a marqué, même 60 ans plus tard. Voilà. Elle se souvient de cette phrase-là. Elle se souvient de cette phrase-là. Et quand on lui a demandé si elle avait une question à vous poser, dont on se ferait le relais, elle nous a soumis cette question-là. Aux yeux de Monseigneur Morero, est-ce qu'aujourd'hui, avec ma compagne, puisqu'elle a une compagne, est-ce que nous sommes un couple ou une paire ? Pour moi, il est évident que vous êtes un couple. Je n'aurais pas pensé à vous en termes de paire. Mathématiquement, vous êtes aussi une paire, par ailleurs. Mais je ne mettrai pas les deux en opposition. Vous êtes un couple. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, je suis heureux de vous rencontrer. Voilà, Geneviève a sa réponse. Même si on ne sait pas trop ce qu'elle va pouvoir en faire. Des Genevièves, il y en a plein, qui ont grandi et souffert dans différentes religions. Ce qui nous marque en discutant autour de nous, c'est à quel point la religion peut parfois être une excuse qu'on brandit quand on veut rejeter l'autre. Des personnes pas forcément croyantes qui se cachent subitement derrière une morale qui n'est pas la leur. Par exemple, mon oncle, peu après mon coming out, il a dit à ses enfants « Dieu, il a créé l'homme pour aller avec la femme ». Ça avait choqué mes cousins qui me l'avaient rapporté, parce que jusque-là, leur père ne leur parlait jamais du bon Dieu. Vous le savez, Aurélie a rendez-vous avec son oncle. C'est concret. Dans un mois, si tout roule comme prévu, vous l'entendrez dans l'épisode 10. L'épisode 10, ce sera le dernier. On voulait vous prévenir. Par message, vous êtes beaucoup à nous écrire que vous attendez le rendez-vous avec mon oncle. Moi, ça me fout un peu la pression. J'ai un peu peur. J'ai pas peur de mon oncle, mais j'ai peur que cette discussion soit ratée, que je n'ai jamais le courage de la recommencer. J'ai peur que ça ne fasse pas avancer le schmilblick, que ça réveille des blessures au lieu de les soigner. Parfois, pour des rendez-vous importants, faut se préparer. Je propose à Aurélie de prendre contact avec Loïc, une personne queer qu'on aime beaucoup et qui donne des ateliers de self-défense rhétorique. Salut Loïc. Hello. Tu m'entends bien ? Oui, je t'entends. Toi ? Ça roule. J'ai vu que t'avais vu mon mail, donc t'as déjà vu un peu le topo de pourquoi je cherche à te joindre. J'ai besoin d'aide. Donc mon oncle est d'accord de me rencontrer, et ça c'est très chouette déjà. Mais en fait, moi je me rends compte que je suis assez fragile dans l'exercice. J'ai peur de plein de trucs, et j'ai surtout peur de moi-même, c'est-à-dire de laisser dire des choses que je voudrais pas le laisser dire. Ouais, puis de regretter d'avoir été molle en fait. Bon, pour moi déjà, il faut se dire que les trucs que j'avais un peu en tête en voyant ton mail, c'est aller le confronter, c'est une victoire en soi. C'est déjà quelque chose. T'as le droit à des moments de lâcher, t'as le droit de, entre gros guillemets, d'échouer, mais dans le sens de pas réussir à aller là où tu veux. C'est une posture qui peut-être peut t'amener un peu de détente. En tout cas, moi, je sais que ça marche pour moi. Un truc qu'on dit pas mal dans ces situations, c'est que ça vaut le coup de définir les mots qu'on utilise, histoire que vous parliez de la même chose, parce que peut-être que toi, quand tu vas dire Gwyn, en fait, il y aura une dimension politique que peut-être lui, il n'aura pas dans sa construction de pensée, des choses comme ça. Donc, définir les choses, ça pourrait aider, je pense aussi. Ça, t'as raison, parce que c'est un truc que je redoute beaucoup, parce que c'est un argument que j'ai déjà entendu dans ma famille. C'est non mais c'était des gags, on avait picolé, non mais voilà, c'est une espèce de, c'est comme si ça banalise ou ça minimise ce qui était dit à l'époque, parce que alcool, parce que humour, parce que tout ça. Moi, un outil que j'utilise pas mal, c'est la pyramide des oppressions. Tu as les petits préjugés, les petits clichés, des choses comme ça. Ensuite, tu as les blagues, ensuite tu as les insultes, ensuite tu as les agressions physiques, et en fait, ça va de plus en plus loin jusqu'à ce qui explique pourquoi les personnes LGBTQIA+, se font agresser dans la rue ou se font tuer ou des choses comme ça. Il y a des gens chez qui juste montrer cet outil fait se rendre compte d'un truc.
Et ça serait peut-être la version la plus confrontante de l'outil, qui est de dire en fait tes blagues, elles participent à un système qui tue des gens. Alors ça c'est, comme j'ai dit, la version confrontante du truc. L'autre truc, c'est juste peut-être voir ce qu'il y a au fondement de sa pensée-là. De dire, en fait, voilà, toi tu dis, les lesbiennes c'est comme ça. Pourquoi tu dis ça ? Est-ce que en fait tu as rencontré des lesbiennes qui étaient comme ça et t'as fait une généralité ? Est-ce que c'était représentation fictionnelle ? Est-ce que c'est ce qu'on t'a appris ? Et en fait, peut-être que ça va aussi permettre de tout à coup dénouer des trucs et de faire se rendre compte que pas forcément. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il a cet avis, quoi ? Comment il l'a construit ? Ouais. Exactement. Enfin, c'est tout l'enjeu. Il ne faut pas non plus que je sois tout à fait dans mon cerveau, mais un petit peu comme non, mes mais émotions. Puis, pour moi, sur le moment, il n'y a même pas besoin de réfléchir à ce dont on est en train de parler. Ça va infuser en toi et puis voilà. Ouais, on verra si j'infuse bien. Oui, je suis sûr que oui. Merci Loïc. Merci à toi. Je te donnerai des nouvelles quand j'ai eu mon rendez-vous. Bah, je me réjouis d'écouter ça. Ciao. Bye bye. Bye, ciao. Dans le prochain épisode de Voyage au Gouinistan, on laisse infuser les conseils de Loïc, on recharge nos batteries à la Pride et on parle avec nos filleuls. Bah, une femme peut aimer une autre femme. T'en connais ? Bah oui, toi. Et il y en a encore des tas d'autres, mais je sais plus. Pour nous écrire d'ici là, gouinistan@rts.ch. Voyage au Gouinistan, un podcast de Christine Gonzalez et Aurélie Cuta. Réalisation, Marc Frochot. Musique, Sandor. Production, Véronique Marty et Grégoire Moll. À suivre. Et sachez que la saison 2 de Voyage au Gouinistan, Destination Vieillistan, la suite des aventures de Christine et Aurélie, c'est à découvrir en ce moment sur l'application Play RTS ainsi que sur toutes les applications d'écoute.